Et surtout, vous pouvez constater, ça me rappelle un peu la période de la dislocation de la Yougoslavie et du passage de l'ex-Yougoslavie sous tutelle américaine et allemande, c'est-à-dire occidentale, après l'effondrement de l'URSS. C'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Même s'il y avait des morts, personne en Europe ne mesurait encore la gravité de ces combats. Ils avaient lieu en Slovénie, près de Maribor et de Ljubljana, des noms que la plupart des Européens entendaient pour la première fois. L'enjeu de la bataille, la Slovénie et la Croatie, 2 républiques yougoslaves, venaient de déclarer unilatéralement leur indépendance. L'État yougoslave intervenait militairement pour empêcher la sécession. C'est ainsi du moins que l'Europe interpréta le début de ce qui allait devenir la plus grande guerre civile de cette fin de siècle. À l'époque, les mêmes guignols qu'aujourd'hui, à savoir Kouchner, Bernard-Henri Lévy, s'étaient appuyés sur les néo-nazis croates et kosovars contre les anti-nazis serbes. Car le contentieux entre Serbes et Croates est très ancien. La Yougoslavie avait été créée en 1918 par le démantèlement de 2 empires, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. On en avait confié la direction aux nationalistes serbes qui étaient alliés de la France et du Royaume-Uni. Les Croates avaient protesté et s'étaient associés aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. 700 000 Serbes avaient été exécutés dans des camps de concentration croates. Des dizaines de milliers de Serbes sont chassés, tués ou emprisonnés. Les Croates antifascistes sont incarcérés. Se pliant aux souhaits de l'Allemagne, les Oustachis visent aussi les Tziganes et les Juifs. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie. Les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion, les nazis inventent le néologisme de musul-germain. Donc ils n'hésitent jamais à mentir et à utiliser n'importe qui pour arriver à leur fin. 22 heures au Bourget, arrivée de l'avion en provenance de Riyad, un avion spécial affrété par l'Arabie Saoudite. Le président bosniaque rentre d'un pèlerinage à la Mecque. Mais ce soir, Alija Izetbegović est l'invité de Bernard-Henri Lévy et de ses amis, ceux qui projettent de présenter la liste « L'Europe commence à Sarajevo ». Il vient donc remercier les Français qui se mobilisent pour la Bosnie. Ou bien l'Occident décide enfin de ses frappes aériennes, ou bien l'Occident lève l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie. Et aujourd'hui, on a bien les mêmes qui appuient derrière les néo-nazis ukrainiens. La mémoire noble de l'Europe, les vertus de résistance qui sont le génie de l'Europe, c'est ici, sur le Maïdan, qu'il se trouvait. Et le national-socialisme, le fascisme, l'antisémitisme étaient du côté des Berkout et de Yanukovych. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. Mais bien sûr qu'il y a un parti ultranationaliste qui s'appelle Svoboda, qui fait partie de cette opposition. Mais est-ce que vous savez combien pèse le parti Svoboda en Ukraine? Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc, qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. J'en ai marre d'entendre les grincheux et les pisse-froids. Dès que quelque chose va dans le bon sens, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Ce qui prouve bien que on peut faire la même analyse pour les années 30 et la montée du nazisme. Les dominateurs, je dirais, impérialo-sionistes, ne sont pas du tout gênés de collaborer avec des nazis quand ça les arrange et que ça peut correspondre momentanément
et tactiquement à leur vue. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne? Voilà. Donc ça aussi, je le rappelle, pour ces gens qui nous donnent en permanence des leçons de morale et qui ne sont plus que sur la moraline, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de concept. Il n'y a plus que de la morale et du comment dirais-je, de l'invective et de l'anathème. On parle de haine. Toute la journée, on a des ministres aujourd'hui dont la dialectique, dont le discours intellectuel, c'est la lutte contre la haine. Là, il s'agit de haine. De haine. De haine, cette haine de haine. Ce message de haine sont des mots de haine. Face à cette haine déversée. Avant, on parlait de nihilisme, ce qui était déjà très faible comme concept. C'était un concept, je dirais, néo-freudien appliqué à la politique. C'était l'époque Adler. On est encore descendu d'un cran en passant du nihilisme à la haine. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Nous avons vu en Norvège ce que cela donne quand on attise la haine. L'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, ça n'est pas même un esprit anti-système. C'est de la haine. C'est la haine, c'est un projet de haine. Dieudonné n'est pas un mec qui fait rire. C'est un mec qui joue avec le rire pour passer des idées de haine. Aujourd'hui, la politique se résume à lutter contre la haine et au nom de ça, à nous imposer une dictature communautaire et à bafouer tous les principes, je dirais, républicains et finalement à nous faire tomber progressivement au nom de la lutte contre la haine, dans une dictature, puisqu'on voit bien que toutes les libertés fondamentales, libertés de réunion, sont bafouées progressivement, et qu'aujourd'hui, on en est à l'interdiction préventive. On vous interdit de vous exprimer, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous pourriez dire, ce qui est quand même assez fortiche. Je crois que la Russie soviétique, finalement, ou finalement l'Allemagne de l'Est, n'avait pas fait tellement pire. Voilà.